Tout d'abord, comme je le disais, merci beaucoup pour votre attention, votre temps et votre intérêt pour le webinaire d'aujourd'hui. Je vous ai déjà présenté une introduction aux deux sessions, celle d'aujourd'hui et celle de demain, que nous allons avoir. Permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Javier, l'un des deux associés avec Santiago, qui apparaît sur la photo, et le directeur général de FanLab. Nous sommes un cabinet d'ingénierie spécialisé dans le conseil en ingénierie et une société d'inspection accréditée axée sur les parcs aquatiques ainsi que sur les piscines, qu'il s'agisse de piscines publiques ou de piscines à usage public. Nos trois principaux domaines d'activité, bien que nous ayons des sous-catégories, sont d'une part tout ce qui concerne l'ingénierie, les projets d'ingénierie et la gestion de projets liés à la conception de nouveaux parcs aquatiques et de nouvelles installations aquatiques. Deuxièmement, et probablement le point fort de l'entreprise, tout ce qui concerne l'audit, l'inspection et la certification des installations de parcs aquatiques et de piscines. Et enfin, nous avons une branche qui est complémentaire à notre activité et qui concerne tous les aspects de la sécurité opérationnelle, le conseil technique ou le conseil en sécurité opérationnelle. Les sujets liés à la surveillance de baignade, comme je l'ai mentionné, et un peu de ce qui sera davantage abordé lors du webinaire de demain. Tout cela, bien sûr, constitue une proposition de sécurité globale. Tout d'abord, pour parler un peu de nos accréditations ou de nos certifications, d'une part, nous sommes un organisme d'inspection accrédité internationalement selon la norme ISO 17020, qui est le système de gestion interne que tout organisme d'inspection dans le monde doit posséder pour être accrédité. Et plus précisément, nous sommes spécialisés dans l'inspection des espaces aquatiques en suivant à la fois les réglementations européennes et les normes américaines d'origine ethnique. Nous examinerons cela plus en détail par la suite, car ce sont les deux seuls systèmes réglementaires applicables au sujet des parcs aquatiques en termes de sécurité et de réglementation. D'autre part, nous sommes le membre des comités de normalisation technique, dans ce cas le CEM au niveau européen, ainsi que moi-même qui participe à la STMG 24, qui est le comité technique chargé de la mise à jour, de la rédaction, de l'ajustement et de la modification de toutes les réglementations européennes et américaines liées à ce domaine. Lorsque nous disons que nous sommes un organisme d'inspection accrédité, cela signifie qu'il existe une reconnaissance mutuelle de la part de toutes ces organisations, qui sont parfois des entités publiques, parfois privées, mais à vocation publique, et ce sont les seuls, dans pratiquement tous les pays, qui sont autorisés ou accrédités à accorder à des entités comme la nôtre la reconnaissance d'être un organisme officiel d'inspection au niveau international. Dans ce cas, permettez-moi de vous donner quelques exemples de pays où nous sommes présents. L'entité mexicaine, l'organisation dominicaine, dans ce cas l'Argentine. Je sais que de nombreux collègues sont également venus en Argentine, en Turquie par exemple, en Grèce ou en Égypte, qui sont quelques-uns des pays les plus importants pour nous. Cette reconnaissance mutuelle est tout simplement importante. Et pour finir, nous sommes le partenaire mondial de deux, dans ce cas deux voyagistes très importants que je peux mentionner car cela a déjà été annoncé publiquement. TUI, qui je pense est connu et travaille même avec pratiquement le monde entier, ainsi que Jet2 Holidays, qui est un voyagiste britannique, mais qui a une présence très forte dans toute la région EMEA. Et nous avons quelques nouveaux accords que nous annoncerons également dans les mois à venir et pour la prochaine saison. Et maintenant, pour commencer, regardons les 3 ou 4 blocs de contenu. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur tout ce qui concerne la sécurité, les parcs aquatiques d'un point de vue technique, réglementaire et bien sûr la conformité. Ensuite, nous entrerons un peu plus dans le détail de ce que sont les inspections et audits de sécurité. Ensuite, nous verrons, en lien avec cela, quelles sont les principales non-conformités que nous rencontrons lorsque nous réalisons ce type d'audit dans les installations en général. Et enfin, nous passerons en revue les exigences réglementaires liées à la sécurité ainsi que les exigences techniques dans les piscines publiques. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, nous allons parler de sécurité et de conformité réglementaire, mais avant toute chose, il est nécessaire d'aborder un peu ce que signifie réellement le concept de parc aquatique. En effet, la question que beaucoup de tour opérateurs me posent est « Gavier, mais qu'est-ce qu'un parc aquatique exactement ?» afin qu'ils puissent eux aussi en tenir compte. Au final, ce que nous disons d'un point de vue technique et pratique, c'est qu'un parc aquatique est un complexe qui propose des attractions de loisirs aquatiques et voici une petite nuance, qui en général fait payer un droit d'entrée pour y accéder, n'est-ce pas? Autrement dit, le parc aquatique de type parc à thème auquel nous pensons tous. Il y en a sûrement au moins un dans nos pays. Mais que se passe-t-il? Avec le temps, de plus en plus d'hôtels, par exemple, ajoutent des attractions, des hôtels ou d'autres types de complexes, des stations touristiques qui intègrent ce genre d'attractions, construisant leur propre mini-parc aquatique.
Voilà, c'est un exemple d'hôtel. Alors, si l'on regarde la disposition, si l'on regarde le design, à quoi ressemblerait le plan d'un parc aquatique? Dans ce cas, il s'agit d'un hôtel espagnol et celui-ci est aussi un hôtel espagnol. Eh bien, évidemment, un parc aquatique est bien plus grand puisque c'est son activité principale, mais il est vrai que certains clients avec des enfants, par exemple, peuvent retrouver ici presque toutes les attractions de loisirs qu'ils pourraient trouver dans le parc aquatique, n'est-ce pas? De grands toboggans aquatiques de différents types, une aire de jeu aquatique pour les enfants d'âge moyen, à peu près 8, 9, 10 ans, 7 ans, et une zone pour les plus petits, comme les bébés, n'est-ce pas? Pour les enfants de 2, 3, 4, 5 ans, qui au final n'ont pas de profondeur, et une piscine pour tous les âges, n'est-ce pas? Une piscine multifamiliale qui possède également une entrée de type plage, et cela se termine par une zone très peu profonde et une zone plus profonde, un espace de repos. Et ici, vous avez vos installations et probablement un café, etc. Donc au final, nous avons une zone de parc aquatique. D'un point de vue technique, en abordant l'aspect technique en termes de réglementation, le parc aquatique en tant que tel, les réglementations dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas un concept valable. Au final, ce dont nous parlons réellement, ce sont des attractions, des solutions ou des équipements de loisirs aquatiques. C'est-à-dire, lorsque nous parlons au niveau réglementaire, chacune de ces attractions, ou parfois même chaque élément individuel, possède sa propre réglementation ou des exigences spécifiques. Par exemple, dans ce cas, chaque toboggan aurait un type différent et donc des exigences différentes. Dans ce cas, qui est une aire de jeu, un parc aquatique pour enfants, il y aurait deux réglementations qui s'appliqueraient en même temps, alors qu'ici, une seule réglementation s'appliquerait. Ceci est un exemple de ce que je souhaite souligner. Nous allons passer cette partie pour ne pas que cela devienne trop long, car nous avons commencé un peu plus tard. C'est juste une vidéo d'une des installations que nous avons auditées en Turquie cette année, mais nous laisserons cela pour une autre fois. Voyons si cela fonctionne pour moi. Bon, je vais juste vous en montrer environ 10 secondes pour que vous puissiez jeter un œil. Donc nous parlons de l'exemple parfait, n'est-ce pas? Toutes sortes de toboggans, de toute taille, grands et petits. Et ici, nous avons aussi, je ne sais pas si vous pouvez le voir, des toboggans pour enfants ainsi qu'une zone avec une petite aire de jeux aquatiques. Très bien, passons à la suite. Entrons dans les détails. Quand on parle de ce type d'attraction ou de solution aquatique, quand on va dans un complexe hôtelier ou même dans un parc aquatique, il y a généralement d'autres options. Mais en général, si l'on parle de resort, on trouve les 4 types suivants. Premièrement, les toboggans aquatiques avec une plateforme extérieure qui peuvent être destinés aux adultes, aux jeunes ou aux enfants. Ici, on verrait la différence. Même au niveau réglementaire, il existe une distinction. Ensuite, nous avons les zones peu profondes, les aires de jeux aquatiques. On peut les appeler splash parks, spray parks ou splash pads. Il y a beaucoup de noms. Je suis sûr que tout le monde voit de quoi je parle. Ce sont des zones avec de petites fontaines et sans profondeur où l'eau est continuellement recyclée. Ensuite, nous avons les structures que j'ai mentionnées plus tôt, les aires de jeux aquatiques pour enfants, water playground en anglais. Et puis, il y a les pataugeoires classiques, les bassins pour enfants, où l'on trouve quelques jeux simples et où les enfants peuvent s'amuser. Au-delà de la profondeur, la principale différence entre les zones de jeux d'eau ou les aires de jeux pour enfants avec des équipements réside souvent dans les matériaux utilisés pour les composants eux-mêmes. Alors que celles-ci sont des structures de jeu en fibre de verre qui permettent plus de textures, plus d'options de jeu et plus de possibilités de thématisation, ici nous parlons de zones avec des équipements de jeu un peu plus courants et fabriqués en acier inoxydable. Et puis, il existe 2 solutions supplémentaires que l'on peut également trouver dans certains hôtels ou dans certains parcs à thème. D'une part, il y a les attractions aquatiques gonflables et d'autre part, ce qui serait plus typique d'un parc aquatique de grande envergure, il y a les piscines à surf ou directement les piscines à vagues. Avec tout cela, nous couvririons pratiquement 99% des cas dans lesquels une destination, un complexe ou une station propose des attractions aquatiques. Il est important, lorsque nous parlons de toboggans aquatiques, que tout cela nous aide à nous concentrer sur le concept afin de pouvoir ensuite comprendre la réglementation que je vais présenter. Nous pouvons avoir des toboggans aquatiques avec une plateforme extérieure qui commencerait ici avec une chute dans un bassin de réception. C'est important car cela comporte des exigences spécifiques. Il existe également des toboggans aquatiques pour adultes avec une plateforme extérieure, mais ceux-ci se terminent dans une zone de freinage hydraulique ou run-out, comme on l'appelle en anglais. Et puis nous avons aussi des toboggans aquatiques pour enfants, n'est-ce pas? Voici un toboggan aquatique pour enfants qui comporte des exigences ou des spécifications techniques particulières lorsque l'on parle de toboggan pour adultes ou pour enfants. Ensuite, nous passons à la structure au parc aquatique pour enfants, à l'aire de jeux aquatiques, qui est en fait toujours la même chose. Nous avons une structure, une plateforme, un petit château, appelons-le comme on veut,
où il y a une zone accessible aux enfants. Et ensuite, depuis l'intérieur de l'attraction elle-même, on termine toujours par une descente sur un toboggan aquatique ou en redescendant par les escaliers par lesquels on est monté. C'est important car, comme nous le verrons plus tard, deux réglementations s'appliquent ici en même temps. D'une part, il existe une réglementation pour les toboggans et d'autre part, une seconde réglementation s'applique à la conception, la construction, l'installation et l'exploitation de la plateforme, ainsi que des éléments de jeu auxiliaires autour, comme les seaux, les jets d'eau et les petits canons. Ensuite, nous avons la même solution, mais dans ce cas, la différence est qu'ici, nous avons un bassin avec de la profondeur, alors qu'ici, nous avons une arrivée d'eau sans profondeur. C'est un hybride entre les zones de jeu d'eau que j'ai mentionnées précédemment, mais avec une plateforme aquatique à l'intérieur. C'est intéressant, j'aime aussi cette solution, non seulement parce qu'elle consomme moins d'eau et d'énergie, mais surtout parce qu'elle permet d'éviter tout risque de noyade ou tout autre danger potentiel. Mais bon, à ce stade, cela dépend vraiment de chaque exploitant et de ses préférences. Ce serait donc la solution Splash. Aucune profondeur, comme je l'ai mentionné plus tôt, où l'on trouve toutes sortes de jeux d'eau, certains pour les plus grands, d'autres pour les plus petits, pour les plus grands, les plus petits, avec plus ou moins de débit d'eau, mais au final, ce sont toutes des solutions sans profondeur. Ici, on voit la bande de récupération de l'eau. Elle récupère l'eau, l'envoie vers le réservoir ou le bac de compensation, la filtre régulièrement, la renvoie par pompage, et c'est ainsi que l'on obtient une zone splash. Et puis nous avons les bassins, comme je l'ai mentionné plus tôt, les pataugeoires, les bassins splash, qui comportent des jeux d'eau simples à l'intérieur, généralement pour les jeunes enfants de 3, 4, 5 ans, jusqu'à 6 ans au maximum, car après ils s'ennuient. Et comme je le disais, des bassins avec des structures gonflables aquatiques qui ont leurs propres exigences que nous allons détailler dans un instant. Très bien, maintenant que l'introduction a été faite, passons directement aux aspects réglementaires et de sécurité. Si la question est « D'accord, Javier, j'ai une attraction, j'ai une structure de jeu, j'ai un mini-parc aquatique, j'ai mes toboggans. Quelle réglementation dois-je prendre en compte pour pouvoir dire que je suis en conformité ?» Très bien. Eh bien, il y en a deux types. D'une part, et ceci n'est qu'une introduction car nous l'aborderons dans la dernière partie de cette session, toutes les réglementations et normes locales, nationales, régionales et internationales, en gros tout ce qui s'applique à nous, toutes les normes, lois et règlements qui s'appliquent aux piscines, s'appliquent également, qu'il y ait ou non un toboggan. En d'autres termes, les réglementations que nous allons aborder, qui sont les réglementations spécifiques aux aires de jeux aquatiques et aux parcs aquatiques, ont leurs propres exigences en matière de conception, d'installation, d'exploitation, etc. Cependant, cela ne signifie pas que la piscine ou l'espace aquatique est exempté de respecter également les exigences qui s'appliqueraient à toute piscine sans toboggan. C'est donc ce que nous verrons dans le dernier bloc de contenu, tandis que ce que nous allons traiter maintenant concerne le sujet actuel, c'est-à-dire ces réglementations, lois et règles spécifiques pour la sécurité des espaces ou attractions de loisirs aquatiques. Au niveau international, il existe deux systèmes réglementaires. Il n'y en a pas plus lorsque l'on parle d'attractions aquatiques, de sécurité et de réglementation. Il y a les normes européennes, EN. Ce sont ces deux normes que nous allons maintenant examiner en détail, et il y a aussi les normes américaines ASTM. L'aspect positif est qu'elles sont presque parfaitement équivalentes, c'est-à-dire la norme N1069 qui concerne les toboggans aquatiques, partie 1 et partie 2. La première traite davantage de toutes les exigences techniques, tandis que la seconde se concentre un peu plus sur l'exploitation. Elle possède un équivalent presque identique, à quelques exceptions près que nous allons examiner maintenant en ce qui concerne l'ASTM F 2376. C'est-à-dire que parfois même la formulation du texte est la même. Vous pouvez lire l'une par rapport à l'autre et dans de nombreux cas, presque entièrement, vous lisez pratiquement la même chose. Et il en va de même pour la réglementation applicable aux équipements de jeux aquatiques, qui seraient celles-ci, ou aux plateformes de jeux aquatiques dans les parcs aquatiques pour enfants, ou aux zones peu profondes dans tout ce qui concerne la zone. C'est la même chose, car dans ce cas, vous avez une réglementation européenne et l'équivalent américain. Et puis, si l'on parle des structures gonflables aquatiques, il existe une norme ISO internationale. Il n'existe pas de réglementation européenne ou américaine dans ce domaine. C'est simplement une norme générique pour tout le monde, que n'importe qui pourrait suivre ou appliquer. Et la 25,649, dans ce cas, la première partie, qui est la partie pertinente, et la deuxième partie, pardon, je me suis trompé ici, la première partie et la deuxième partie qui s'appliqueront partout. Nous aborderons brièvement ce point plus tard dans notre discussion, mais je vous le dis dès maintenant pour que vous en soyez immédiatement conscient.
La recommandation considérée par Fun Labs est que, d'un point de vue crucial de la sécurité, les attractions qui intègrent des éléments gonflables aquatiques sont intrinsèquement plus dangereuses, ou pour le dire autrement, nettement moins sûres que pratiquement toute autre attraction où ces importantes réglementations internationales dont nous parlons actuellement sont appliquées avec rigueur et respectées strictement. Parlons-en. Comme je le disais, les deux ensembles de réglementations sont pratiquement identiques, l'EN et la STM, mais il existe trois principales différences. Tout d'abord, il y a quelques différences dans les systèmes de mesure utilisés. D'un côté, nous avons le système métrique utilisé en Europe et dans de nombreux autres pays, tandis que la norme américaine STM utilise des systèmes de mesure comme les pouces ou les pieds, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple. Deuxièmement, même s'il existe effectivement de nombreux points importants, de nombreuses exigences qui sont absolument identiques, dont la formulation exacte est en fait identique, la norme européenne, et plus précisément la norme relative aux toboggans aquatiques, fournit systématiquement des informations beaucoup plus complètes sur la manière d'interpréter précisément chaque point particulier, que ce soit au moyen de schémas détaillés, de tableaux supplémentaires étendus, ou parfois même d'une brève description concise mais informative, ou d'une note explicative clarificatrice. En d'autres termes, elle vous donne un peu plus d'informations pour vous aider à l'interpréter, alors que la norme ASTM s'en tient simplement à la formulation. Et enfin, et nous allons examiner ce point un peu plus en détail maintenant en parlant des toboggans aquatiques, il s'agit en réalité de la différence la plus significative entre les deux normes. D'un côté, le système européen, l'EN, classe selon un code de type 1, type 2, type 3, tandis que le système américain classe selon un titre descriptif pour le toboggan. Par exemple, cela pourrait être le toboggan serpentin ou le toboggan de vitesse, selon le cas. Nous allons examiner cela de plus près dans un instant. Dans les deux cas, dans les domaines mis en avant par la réglementation, le N1069-1, qui couvre les exigences techniques, ainsi que la STM, l'accent principal est mis sur les matériaux, la construction, les paramètres de conception technique, la structure de charge, etc. Elle couvre également la quantité d'eau nécessaire et l'emplacement des points d'entrée d'eau pour l'installation, et quel doit être le débit d'eau pour chaque toboggan. C'est très important et nous l'examinerons plus en détail plus tard. L'interférence entre les utilisateurs est importante car, par exemple, dans ce domaine, il faut s'assurer que chaque canal de toboggan dispose d'une sortie facile vers un endroit sûr afin que les utilisateurs ne se percutent pas entre eux. De plus, si nous avions une grande piscine, par exemple dans un complexe hôtelier, qui ne sert pas à un double usage, d'une part comme zone d'arrivée pour les toboggans et d'autre part comme piscine où les utilisateurs nagent simplement, il faudra également mettre en place un moyen de limiter la zone où les personnes atterrissent, la zone de chute, afin d'éviter toute collision entre les nageurs et les personnes descendant du toboggan. Vous devez également effectuer des tests empiriques, des essais de glissade, pour vous assurer qu'il n'y a aucun endroit susceptible de rayer, couper ou causer tout autre dommage. Et dans le cas de la réglementation européenne, elle l'exige, et bien la réglementation américaine aussi. La différence est que la réglementation européenne exige que ce soit l'inspecteur de sécurité qui le fasse, tandis que la réglementation américaine demande que ce soit le fabricant lui-même qui le fasse. Mais dans les deux réglementations, ce qui est exigé, c'est que des essais de glissade soient réalisés, au cours desquels, selon la vitesse de glisse, l'accélération ou la variable physique pertinente, on effectue des mesures en fonction du type de toboggan, en détaillant la classification des toboggans, comme je le disais. Dans la norme européenne 1069, il existe 13 classifications. Il existe 13 types qui sont déterminés par la hauteur, la pente, la difficulté de glisse, ainsi que la vitesse maximale ou l'accélération maximale moyenne atteinte par l'utilisateur lors de la glissade. Ici, nous avons les 13 types. Comme je vais partager cette présentation avec vous, à la fois l'enregistrement et la présentation elle-même, si vous la souhaitez, vous l'aurez ici afin de pouvoir l'analyser plus en détail. Mais l'idée principale que j'aimerais que vous reteniez de cette diapositive ou de cette page, c'est que les 4 premiers types, selon la réglementation européenne, concernent les toboggans pour enfants, les toboggans aquatiques pour enfants, et du type 3 au type 10, ils concernent les toboggans pour adultes. Cette distinction est importante car pour les toboggans pour enfants, vous aurez des exigences techniques différentes de celles des toboggans pour adultes. Par exemple, comme nous venons de le mentionner, les toboggans pour adultes nécessitent effectivement un test de glisse, alors que les toboggans pour enfants n'en nécessitent pas, notamment en ce qui concerne la mesure des variables physiques. Dans le cas de la réglementation américaine, il existe 8 types qui varient en fonction de l'équipement utilisé. Pour la glisse, qui peut être une bouée gonflable ou un tapis. Je n'arrive pas à trouver la traduction espagnole pour l'instant, mais un tapis, c'est comme une serpillière, je crois. Je ne suis pas sûr de comment ça s'appelle en ce moment. Ensuite, nous avons le type de toboggan, qu'il soit courbe ou droit,
puis la vitesse atteinte, la vitesse maximale que vous atteignez pendant la glissade. D'après cela, selon le STM dans ce cas, il regroupe uniquement tous les types de toboggans pour enfants sous le numéro 1, type 1 toboggan pour enfants, puis il passe au toboggan corporel, c'est-à-dire lorsque vous descendez avec votre propre corps, toboggan sur tapis, et lorsque vous descendez avec ce tapis. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est un tapis. Je pense que tapis, toboggan serpentin. Oui, désolé. Tapis. Je n'arrivais pas à trouver le mot. Désolé. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'était, mais merci. Je ne me souvenais plus du nom. Matt, c'est vrai? Ensuite, nous avons la glissière courbe ou serpentine. Toboggans spéciaux lorsque vous descendez avec votre propre corps. C'est en quelque sorte une catégorie fourre-tout, en fin de compte. Cela inclut tout type un peu spécial. C'est pareil pour les toboggans spéciaux quand il y a un véhicule, une bouée gonflable, par exemple le toboggan rapide, le toboggan de vitesse, qui peut aussi être appelé ainsi dans ma classe. Et les toboggans fermés, n'est-ce pas? Avec un tube, pourquoi ces classifications sont-elles importantes? Comme je le disais, eh bien, en plus de beaucoup d'autres choses, d'un point de vue opérationnel, le fabricant lui-même dans son document d'évaluation des risques, ainsi que l'exploitant dans son propre document d'évaluation des risques, tout cela, nous l'expliquerons plus en détail lors du webinaire de demain, doivent définir quelles sont les exigences minimales et maximales de taille et de poids pour qu'un utilisateur puisse glisser. C'est très important car nous devons nous y conformer. Dans ce cas, il s'agit d'une attraction espagnole. Ceci est une attraction des États-Unis car, comme vous pouvez le voir, les deux réglementations exigent le même type de limitation. Pour entrer un peu plus dans la technique, et là nous abordons des exigences purement techniques, c'est l'un des sujets qui m'intéresse le plus et c'est une question que beaucoup de gens me posent. Javier, selon la réglementation, tant pour les toboggans pour enfants dans les pataugeoires que pour les toboggans pour adultes dans les piscines plus adaptées aux adultes, quelle est la profondeur d'eau requise pour chaque type? Eh bien, ce que je dis toujours, c'est que cela est déterminé par la réglementation, mais avant tout, je dois expliquer où ce facteur est mesuré. Tout d'abord, pour les toboggans pour enfants, ce qui serait le cas ici, la distance mesurée est celle entre la fin du toboggan, la partie en fibre de verre, et le bassin de la piscine, le fond de la piscine. Cette différence, cette hauteur, est ce qui détermine la profondeur, qui dans ce cas serait B. Dans ce petit schéma, il est indiqué quelle devrait être la profondeur. En général, on dit que pour tout toboggan qui se termine, et si la distance entre le toboggan et le fond de la piscine est la même, si la piscine fait moins de 10 cm, alors il n'est pratiquement pas nécessaire que la piscine ait une profondeur de 10 cm. C'est presque rien. En revanche, pour les toboggans où la distance est comprise entre 10 et 30 cm, il faut alors avoir une profondeur minimale de 30 cm. D'accord? Et puis ici, la réglementation européenne précise d'autres profondeurs, mais, et c'est là le piège, en pratique, ce que l'on constate, c'est que les fabricants installent simplement une zone d'arrêt ici, n'est-ce pas? Ils installent une zone d'arrêt qui est une section qui accompagne le toboggan, ce qui permet d'éviter d'appliquer ces deux critères. Parce que bien sûr, si nous avons une pataugeoire pour enfants de plus d'un demi-mètre, voire plus d'un mètre de profondeur, c'est complètement insensé. Au final, un enfant pourrait se noyer, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que des enfants de 5 ans soient en danger. Passons maintenant au toboggan pour adultes. Comment cela est-il mesuré? Eh bien, dans ce cas, ce n'est pas mesuré depuis le bas du toboggan, c'est-à-dire de la fin du toboggan jusqu'au fond de la piscine, mais plutôt comme la distance entre la fin du toboggan et la profondeur réelle du bassin, qui correspondrait à cette section ici. Si les distances correspondent à ce qui est habituel, à la norme, tant qu'elles sont inférieures à 20 cm, une profondeur de bassin d'1 mètre suffit. Si nous avons une distance supérieure à 20 mais inférieure à 60 cm, il faudrait alors une profondeur de 80 cm. Et puis, il y a des cas, comme par exemple le type 7, qui est un cas particulier. Le type 7, le toboggan, qui est quelque chose de très particulier, c'est celui qui vous propulse et ainsi de suite. C'est complètement différent. Donc voilà, ici vous avez les mesures recommandées. Passons maintenant aux distances que l'on peut rencontrer ou aux diamètres de sécurité à respecter, les périmètres de sécurité qui doivent être maintenus depuis la fin du toboggan jusqu'à tout point pouvant se trouver à proximité de l'utilisateur. Dans la typologie 1.1, on parle des petits toboggans pour enfants en fibre de verre, qui sont vraiment minuscules et ne mesurent pas plus d'1 mètre. Ce serait donc le type 1.1. En fait, pour ceux-là, il n'est pratiquement même pas nécessaire d'avoir un tube de propulsion ou quoi que ce soit. Donc au final, c'est juste un virgule 25, mais ce sont les tout petits modèles typiques pour bébés. Ensuite, tout autre toboggan pour enfants doit avoir une zone de sécurité de 3 mètres. Et selon la typologie correspondante, on parle d'entre 6 et 10 mètres pour les adultes, plus ou moins. Tout cela, comme je l'ai mentionné, il existe des cas particuliers. Si l'un d'entre vous a une question précise, par exemple, j'ai un toboggan, je ne sais pas quoi faire, eh bien, l'équipe est là pour vous aider. Et pour des questions techniques spécifiques, nous serons ravis d'étudier votre cas.
Sinon, au moins vous disposez de ces informations plus générales. Maintenant, concernant le débit d'eau, n'est-ce pas? Le débit d'eau serait, comme je l'ai mentionné, pour le type 1, c'est rien. Rien qu'avec le maillot de bain ou l'eau que l'enfant apporte, on atteint déjà cette valeur. Pour le type 2, qui est la deuxième catégorie de toboggan pour enfants, c'est 2,4. Et puis, pour tous les autres types, pour adultes, on parle de 90 mètres cubes par heure. Suivant, autres points importants en termes de conception, dans ce cas concernant la structure ou la plateforme. Toutes les zones où les personnes marchent pieds nus en montant sur la plateforme doivent être antidérapantes ou posséder des propriétés antidérapantes, une sorte de surface rugueuse. Il doit s'agir d'un matériau rugueux, un matériau qui ne glisse pas. Ensuite, la distance maximale entre les barres ne doit pas dépasser 10 cm afin d'éviter le coincement de la tête. Et puis les protections latérales, ces balustrades solides, les balustrades de protection, que sont exactement ces éléments architecturaux et à quoi servent-ils? Les barrières latérales des plateformes, lorsque nous montons, doivent avoir au moins 80 cm de hauteur et il doit y avoir des appuis pour les mains, des poignets. Et puis une question très intéressante, à quoi doit ressembler la barrière de sécurité au sommet des plateformes? La barrière ainsi que la barre transversale que nous avons, cette barre que nous avons avant le toboggan. Au cas où quelqu'un se poserait la question, les barres que nous avons juste au-dessus de l'endroit où l'on s'assoit pour glisser ne servent pas à se pousser. Elles sont là pour nous empêcher de tomber la tête la première ou le visage en avant dans le vide. C'est une question que tout le monde me pose. Si nous avons une plateforme, un toboggan de plus de 12 mètres de haut, elle doit mesurer 1,3 mètres. Alors que si nous avons une autre hauteur comprise entre 1 et 12 mètres, elle doit être d'au moins 1 mètre. Et ensuite, moins de 0,6 ne s'applique pas car n'importe quel toboggan pour adultes ou même pour enfants sera plus haut que cela. Ensuite, si nous passons à la deuxième partie de la réglementation sur les toboggans aquatiques, dans ce cas, celle qui concerne davantage les instructions d'exploitation et ainsi de suite, nous examinerons tout cela plus en détail demain. Ou du moins pour beaucoup de points, mais c'est juste pour que vous sachiez que cette partie de la norme se concentre davantage sur l'exploitation, la maintenance, la qualité de l'eau, et dans ce cas, ce que dit essentiellement la réglementation, c'est que vous devez appliquer ce que votre législation locale ou nationale exige, les inspections ou la mise en service avant la première ouverture. Voilà, c'est tout. Instruction pour les utilisateurs, c'est la même chose. Instruction pour les utilisateurs pour chaque type de toboggan. Instruction de sécurité et signalisation, désolé. Et la dernière chose, c'est la documentation, d'accord, qui est-ce que la même. Nous en parlerons en détail demain. La documentation que le fabricant comme l'exploitant doivent avoir à disposition. Je vais vous donner un aperçu. Eh bien, ceci serait un exemple de signalisation, juste pour que vous vous y familiarisiez. Demain, nous étudierons ce point plus en détail lors du webinaire, mais c'est juste pour que vous sachiez que ceci serait un exemple de panneau de sécurité 100% conforme à la réglementation. Et dans ce cas ici, nous avons aussi la même chose que nous verrons demain, la liste complète de la documentation que le fabricant ou l'installateur doit fournir pour chaque mise en service, pour chaque livraison de projet. Et d'autre part, la documentation que chaque exploitant, selon la réglementation, doit avoir, d'abord pour l'avoir à disposition et ensuite pour la tenir à jour. Tout cela, comme je l'ai mentionné, relève davantage de l'aspect opérationnel. Nous aborderons cela lors du webinaire de demain. Si nous nous concentrons maintenant sur la réglementation qui s'applique aux structures de jeux aquatiques ou aux plateformes de jeux d'eau, c'est ce que je mentionnais. Au final, les points couverts par ces normes, qu'elles soient européennes ou américaines, concernent les matériaux, les barrières de sécurité, les barrières de soutien, les mains courantes. Il est important qu'il n'y ait aucune possibilité d'escalade, quelle qu'elle soit. Les structures de jeu doivent être conçues de façon à ne pas pouvoir être escaladées et l'espacement entre chaque élément de jeu doit être calculé. Les zones d'impact, dans le cas où il y aurait des zones de chute, sont particulièrement importantes sur des plateformes comme celle-ci. Lorsqu'elles dépassent une certaine hauteur, il faut prêter attention aux endroits où des chutes pourraient se produire. De plus, les surfaces et les sols, les bordures, les coins et les arêtes des structures de jeu elles-mêmes doivent être conçues de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de blessure au toucher ou au pied, de piège ou de point où l'on pourrait subir un choc grave. Les arrivées et sorties d'eau pour les structures de jeu, dans ce cas, par exemple, ce sont les bus de sortie d'eau qui pulvérisent de l'eau dans les zones de jeux aquatiques, les splash parks, etc. Les plateformes des équipements, celles-ci sont également très importantes. Toutes les mesures de sécurité sont prises en compte pour empêcher les enfants de ramper sous les structures, ce qui est très important. Il faut les bloquer autant que possible afin qu'il n'y ait pas d'angle mort pour les sauveteurs ou en cas de sauvetage si un enfant venait à rester coincé en dessous. La sécurité dans les zones aquatiques, en particulier pour les pieds nus. Comment ces zones doivent être conçues lorsqu'il n'y a pas de profondeur. Les éléments qui pourraient être retirés de la structure de jeu,
Nous n'en avons jamais vu. En toutes ces années où nous avons travaillé dans le secteur, nous n'avons jamais vu un fabricant faire cela. Mais bon, la réglementation le prévoit. Et enfin, les éléments de jeu aussi, n'est-ce pas? Si l'élément de jeu peut être manipulé, il pourrait provoquer n'importe quel type d'impact ou tout ce qui fait partie du jeu, n'est-ce pas? Comment il doit être conçu pour qu'il n'y ait aucune défaillance? Et enfin, je vais clore la section sur la réglementation, la revue la plus importante que nous ayons faite, en faisant une brève référence à la norme ISO 25649 concernant les structures gonflables aquatiques. Quels sont les points clés? Comme je l'ai mentionné, nous ne le recommandons pas et nous ne travaillons pas vraiment avec, mais il est bon que vous en soyez informés. Quels sont les points qui y sont inclus? Eh bien, on retrouve tout ce qui concerne les risques d'emprisonnement pour le corps des enfants dans ce cas ou des adultes, les éléments qui pourraient dépasser de la structure de jeu elle-même, les coins, les arêtes, etc., la capacité de pression qu'elle doit avoir, ainsi que le nombre de personnes pouvant se trouver sur chaque structure de jeu selon le type d'équipement, les valves, les adaptateurs, tous les points où il pourrait y avoir un quelconque impact. Des tests qui doivent être effectués pour déterminer la température qu'il peut supporter, la dureté de l'eau, les agents chimiques, si l'on a de l'eau salée ou non, si elle est froide ou chaude. Et surtout, comment il est stocké dans ce cas et comment il est entretenu. Et enfin, tout ce qui concerne la documentation. Pour résumer simplement mon avis, car je vous dis que je pense que c'est une solution moins sûre, pour moi, il y a trois raisons principales. Tout d'abord, eh bien, la première et la plus évidente, c'est qu'une attraction qui est conçue, construite, correctement installée, bien ancrée au sol, etc., je pense que ce sera toujours mieux qu'une attraction qui peut être déplacée, car cela dépend toujours du fait que l'installation à ce moment-là ait été bien réalisée. Et deux autres points. Premièrement, parce qu'ici, la profondeur requise est bien plus importante que celle nécessaire dans d'autres piscines. Donc, on parle d'un enfant qui pourrait tomber dans de l'eau d'1 mètre, 1 mètre et quelques de profondeur. Et deuxièmement, à cause de tous les problèmes liés aux cordes ou aux éléments d'ancrage au sol que toutes ces installations nécessitent, pour cette raison, l'enfant pourrait se retrouver coincé et on pourrait avoir un incident de noyade plus facilement que ce qui pourrait arriver sur une attraction de toboggan ou dans une aire de jeux aquatiques où la profondeur est moindre. Passons à la deuxième partie où nous parlerons de l'inspection et de l'audit des parcs aquatiques. Dans ce cas, eh bien, je vais vous montrer une courte vidéo avec quelques images d'une inspection que Santiago et moi avons réalisée il y a quelque temps ici au camping à Madrid, dans un complexe de loisirs. Comme vous pouvez le voir, au final, le travail consiste en tous ces critères dont je vous ai parlé. Il doit y avoir un audit sur le terrain, une inspection sur place, qui consiste essentiellement à vérifier tous les points techniques ou physiques exigés par la réglementation, toute la première partie. Et puis, cette partie peut également être réalisée soit en personne, soit en ligne, en couvrant toute la documentation exigée par la réglementation, n'est-ce pas? À ce sujet, et permettez-moi de préciser ici, je veux faire une comparaison parce qu'il s'agit d'un point important et c'est une question qu'on nous pose très souvent. Il nous est arrivé que des gens demandent « Et vous, en tant que FanLab, si vous inspectez mon parc aquatique, est-ce que vous allez aussi visiter l'usine du fabricant ou les installateurs ?» Je dis « Non, non, c'est important, n'est-ce pas ?» Gardez simplement à l'esprit que nous sommes un organisme ISO 17020. Et dans ce cas, nous inspectons les installations de loisirs aquatiques ou de piscine. Mais ce que nous faisons réellement, c'est inspecter les installations. Nous nous rendons sur le site du client, au parc aquatique du client pour vérifier que tous les points de sécurité sont physiquement conformes. Nous réalisons également des tests d'adhérence, des tests opérationnels. Nous vérifions la salle des pompes, tout ce qui est exigé par la norme, et nous faisons une revue documentaire pour nous assurer que tous les certificats, toutes les fiches techniques, tous les plans d'installation, tous les dessins techniques qui doivent être disponibles, tant du fabricant que de l'exploitant, sont conformes et corrects. Donc c'est la partie dont nous sommes responsables. Par ailleurs, il existe d'autres types d'organismes de certification accrédités, et je parle ici des produits, ou des systèmes de gestion ou tout autre élément pertinent, ce qui relève d'une norme ISO complètement différente. Dans ce cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent visite aux fabricants de parcs aquatiques, ils vérifient leur processus de production, ils examinent leur conception d'un point de vue plus conceptuel, car ensuite, ces produits sont fabriqués en série. Par exemple, un Canon est développé une fois, puis fabriqué, 100, 200 ou 400 fois, autant de fois que nécessaire. La conception initiale est vérifiée par ces organismes afin de s'assurer qu'elle est conforme à la réglementation. Donc, ce n'est pas à nous de nous en occuper. Ce que nous faisons, c'est vérifier que ces processus antérieurs existent réellement. Très bien. Et s'ils n'existent pas, eh bien, cela peut arriver, mais c'est là que nous entrons dans les détails plus précis lorsque nous effectuons des inspections. Ou parfois, il nous arrive même d'accompagner l'hôtel lui-même pour aller voir le fabricant et dire « Hey, ceci est nécessaire ». Et il arrive parfois que le fabricant l'ait déjà développé.
ou bien à la suite de cette conversation, il le développe pour des cas futurs, que ce soit en termes de documentation technique ou de certificats internes de conformité. Voici un exemple de la liste de contrôles d'audit que nous réalisons au nom de votre opérateur. Actuellement, lorsque nous menons des inspections ou des audits, nous travaillons de deux manières. Soit nous travaillons directement pour le client, dans ce cas pour le parc aquatique, l'hôtel ou le complexe, où il nous demande « Et je veux faire un audit, une inspection de sécurité ou une certification pour voir si tout est conforme à la réglementation dans mon parc aquatique ou sinon dans ma piscine. » Et nous nous rendons sur place et ce que nous devons vérifier, c'est que tous les points du règlement sont conformes. Si c'est le cas, un certificat officiel leur est délivré que nous allons examiner dans un instant. Si ce n'est pas le cas, un rapport d'inspection est remis indiquant quels points ne sont pas conformes. Ils disposent alors d'un certain délai pour effectuer les corrections nécessaires, puis nous vérifions que ces modifications ont bien été réalisées correctement ou de manière satisfaisante. Ensuite, le certificat d'inspection favorable est délivré, attestant que tout est conforme à la réglementation. Lorsque nous travaillons pour un tour opérateur, lorsque nous intervenons au nom du tour opérateur, nous visitons un établissement et réalisons un audit de sécurité. La différence réside dans le fait que la visite reste une visite de la même manière. La liste de contrôles que nous avons élaborée pour eux est pratiquement la même. Ce qui change, c'est qu'au lieu d'indiquer conforme ou non conforme, nous évaluons le niveau de risque potentiel que nous avons identifié. Parce que, comme cela n'a pas de valeur légale, ni n'est un certificat officiel en tant que tel, il s'agit davantage d'un document interne de sécurité et d'audit. Ce que nous indiquons, ce sont les non-conformités constatées et s'il existe un risque à un niveau critique ou supérieur, etc. Merci. Critique, élevé, moyen, faible ou insignifiant. Au final, nous avons une échelle et sur cette base, l'opérateur touristique peut prendre les décisions appropriées ou il en va de même pour l'hôtel lui-même. En fonction de cette échelle, l'hôtel peut choisir d'apporter certaines corrections ou d'autres ou ce qui est jugé approprié. Nous n'intervenons pas dans ce domaine. Nous sommes simplement l'entité d'audit. Ceci serait un exemple qui évidemment n'est pas correctement rempli, mais quoi qu'il en soit, ce serait un exemple de certificat officiel d'inspection ou d'une inspection favorable qui serait remis à un client ou à l'hôtel concerné avec les logos officiels. Et dans ce cas, il a une validité légale comme je l'ai mentionné, en raison de notre capacité ou de notre accréditation internationale pour l'inspection. C'est tout. Simplement, comme je le disais, au final, il y a des avantages à faire certifier l'établissement, comme je l'ai mentionné, tels que la minimisation des risques et des problèmes. Et voici l'une des questions que je vous mentionnerai plus tard. Les questions qu'on nous pose le plus souvent, l'importance de la négligence par rapport à l'accident, qui est un sujet très intéressant que nous allons aborder maintenant, la prévention des accidents. Beaucoup d'hôtels font parfois appel à nous, non pas tant pour obtenir le certificat, mais parce que grâce à ce processus, je vais découvrir quels sont mes points de non-conformité. Je prendrai les mesures nécessaires et ensuite j'obtiendrai le certificat. Mais au moins, je connaîtrai l'état de mon établissement, car auparavant, je ne le savais pas. Et puis, il y a aussi la confiance des consommateurs, etc., ainsi que la conformité réglementaire. Comme je le disais, tous ces pays seraient inclus dans cet accord de reconnaissance MUC. Je vais vous présenter un cas, un projet que nous adorons, qui est l'un des plus ambitieux et des plus difficiles que nous ayons eus, dans le bon sens du terme. L'un des plus exigeants, on pourrait dire. Et il s'agissait du Toboggan Shot, une attraction aquatique du parc Explore, de nos amis du groupe Xcaret, nos clients et amis chez Xcaret. Eh bien, ils nous ont appelés il y a quelques années parce qu'ils rencontraient quelques difficultés avec l'attraction et pour la mettre en service. Et surtout parce que c'était un vrai défi, n'est-ce pas? C'est le premier toboggan que nous connaissons, du moins pour nous, dans le monde entier, où ils sont vraiment allés au bout des choses d'une certaine manière. Et jusqu'à présent, c'est spectaculaire, mais ils ont réalisé 5 toboggans dans un seul parcours, n'est-ce pas? Dans un seul canal. Donc, bien sûr, cela implique des exigences techniques et d'ingénierie très élevées, car le débit, comme je l'ai expliqué plus tôt, le débit nécessaire pour un toboggan n'est pas le même que pour le suivant. Les points de sortie de l'eau, la conception globale, donc cela a effectivement été très difficile, mais heureusement, à l'heure actuelle, et comme nos estimés collègues du groupe nous l'ont récemment et clairement indiqué, ils connaissent actuellement un taux d'incidents et d'accidents malheureux remarquablement bas, et la satisfaction des clients ou des usagers est exceptionnellement élevée. Sur cette note positive, permettez-moi de vous montrer un exemple convaincant.
Et enfin, pour conclure, si jamais vous voyez ce petit sceau, ce logo, la certification de location sûre panaclatique, eh bien évidemment, au-delà du certificat réel de conformité réglementaire qui est fourni, nous remettons également à nos clients ce sceau afin qu'ils puissent l'utiliser une fois que leurs installations ont été certifiées, que ce soit selon les normes européennes ou américaines. L'une ou l'autre option nous semble appropriée et convenable. Ils reçoivent ce sceau qu'ils peuvent promouvoir dans leurs installations aussi bien physiquement que sur leur site web, dans leurs brochures, documents, etc. Donc, si jamais vous le voyez, vous saurez que l'installation que vous regardez est correctement certifiée. Et voici quelques exemples de clients qui, à ce jour, travaillent avec nous, des clients internationaux, et ce sont vraiment des clients très intéressants. Ceci n'est qu'une simple représentation de certains d'entre eux. Passons rapidement en revue le questionnaire avec les 6 questions les plus courantes que tout le monde se pose lorsqu'il souhaite obtenir plus d'informations à ce sujet. La première question est de savoir si l'inspection et la certification sont obligatoires, si la conformité réglementaire, l'inspection, etc. sont requises, et si les complexes hôteliers sont obligés d'inspecter et de certifier leurs installations avant d'ouvrir pour la première fois. Je donne toujours la même réponse. Cela dépend du pays. En Amérique latine, pas du tout. Aucun d'entre eux. Nous travaillons avec certaines régions pour voir si la protection civile va inclure cela dans leur protocole, par exemple, mais eh bien, nous n'en sommes pas encore là. Et en Europe, cela dépend du pays. Par exemple, en France, en Grèce, dans toute l'Europe du Nord, en Allemagne et dans d'autres endroits, même dans certains pays d'Afrique du Nord comme la Tunisie, il est effectivement obligatoire de procéder à une inspection. Je vais aussi répondre à la 4e question. Il doit s'agir d'une inspection annuelle. Et puis, il y a d'autres pays, comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, où la certification n'est pas obligatoire, mais le respect des normes l'est. Qu'est-ce que cela signifie? Le parc aquatique peut fonctionner, ou l'hôtel peut exploiter ses toboggans sans avoir effectué d'inspection ou de certification des installations. Mais, et c'est là que ça se complique, s'il y a un accident, une expertise ou un audit est réalisé et qu'il est démontré que l'installation n'est pas conforme à la réglementation, alors il ne s'agit plus d'un accident, mais de négligence. Avec toutes les conséquences que cela implique d'un point de vue juridique et les effets négatifs que cela entraîne du côté des compagnies d'assurance qui ne couvriront pas cet accident. C'est pourquoi je dis qu'en Espagne et dans ces pays, nous sommes dans une sorte de vide juridique. Deuxième question, le fabricant ou le fournisseur nous remet-il un certificat de conformité attestant que l'ensemble de son produit, toute son installation est conforme? Est-ce valable? Oui, mais surtout d'un point de vue contractuel, c'est-à-dire si un fournisseur ou un installateur vous remet un document attestant que tout est conforme à la réglementation, que tout est parfait et qu'il s'avère ensuite, par exemple lors de l'une de nos inspections, que ce n'est pas conforme, vous, en tant qu'exploitant, pouvez vous adresser au fabricant et dire « Hé, tu m'as dit que tout était parfaitement conforme, mais ce n'est pas le cas. » Donc, on parlerait alors de conditions de garantie, n'est-ce pas? Mais d'un point de vue légal pour la certification officielle, ce n'est pas valable car un fabricant ne peut pas être à la fois juge et partie, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas fabriquer et ensuite se certifier eux-mêmes. D'accord. Donc, une fois que l'inspection par un tiers, que ce soit nous ou tout autre organisme d'inspection, a été réalisée, l'hôtel lui-même doit effectuer des inspections supplémentaires. Eh bien, selon la réglementation elle-même, il est indiqué que l'inspection par un tiers doit être effectuée une fois par an. Je vais revenir sur le point 4, mais la réglementation elle-même précise que la documentation technique, que nous examinerons en détail demain, doit indiquer les intervalles des inspections internes à effectuer, qu'il s'agisse d'inspections visuelles ou simplement de contrôles de routine réalisés par l'équipe de maintenance ou de sécurité de l'hôtel. C'est ce que dit la réglementation elle-même. Quelle est la différence entre une inspection ou une certification réalisée par un organisme accrédité et une qui ne l'est pas? Eh bien, tout simplement que leur système de gestion et leurs protocoles ont été vérifiés par la plus haute autorité en matière d'organismes de contrôle, en l'occurrence l'accréditation et l'inspection. C'est donc la seule différence. Je pourrais être une société d'ingénierie, établir une liste de contrôles et réaliser une inspection pour vous, mais je ne suis pas un organisme accrédité avec la reconnaissance internationale que j'ai mentionnée précédemment. Et maintenant, la dernière question. Est-il possible d'obtenir un certificat partiellement favorable tout en laissant des non-conformités? Eh bien, cela dépend. Je veux dire, vous pouvez en obtenir un, mais au lieu de dire « et votre installation est correcte sauf sur un point », non. En réalité, ce que vous pouvez faire, c'est que si j'ai 3 attractions dans mon hôtel, un toboggan, une aire de jeu aquatique et une zone de jets d'eau, et que l'une d'elles n'est pas conforme mais que les 2 autres le sont, on peut vous délivrer 2 certificats, un pour chaque attraction conforme et la 3e reste en attente, par exemple. Ce que vous pouvez également faire dans certains cas très spécifiques, c'est que si un certain point de la norme ne s'applique pas, alors cette partie est simplement laissée non cochée, mais c'est quelque chose de très spécifique et généralement assez rare.
Parlons des non-conformités les plus courantes que nous pourrions rencontrer lors de l'inspection ou de l'audit de parcs aquatiques. La première chose à laquelle nous sommes confrontés, ce sont les points d'emprisonnement, des points d'emprisonnement sur les toboggans et dans les aires de jeu pour enfants. Par exemple, dans ce cas, comme vous pouvez le voir, nous pourrions trouver ceci, n'est-ce pas? Puisque la sonde que nous utilisons s'insère, ce qui serait équivalent à un doigt, nous constatons un point d'emprisonnement possible. C'est un élément défectueux ou mal installé. Dans ce cas, comme vous pouvez le voir, nous avons, ceci est une zone d'arrivée, n'est-ce pas? C'est une zone de freinage hydraulique tout au bout d'un toboggan. Nous avons ici de l'eau stagnante. Et ici, nous avons de l'eau qui ne s'écoule pas. En réalité, cela devrait être de l'autre côté, dans l'autre sens, afin de pouvoir recueillir l'eau correctement. Ici, nous avons des joints en mauvais état, ce qui est l'un des problèmes les plus courants. Lorsqu'un toboggan n'est pas correctement entretenu, il peut arriver que des utilisateurs disent « Oh, je me suis écorché le dos, je me suis fait mal au dos ». C'est la raison, bien souvent. Parce que nous avons des joints qui devraient au moins être refaits au silicone pour que le toboggan redevienne complètement lisse. Et après les avoir refaits, on pourrait même repeindre. Mais ce serait plus pour l'esthétique qu'autre chose. Bien sûr, en lien avec ce point, nous arrivons au suivant. C'est juste que bien souvent, j'ai des fuites d'eau ou de l'eau qui s'infiltre quand on est en dessous. Par exemple, en regardant un toboggan depuis en dessous, je vois de l'eau qui goutte. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Eh bien, ce que je pense, c'est que la plupart du temps, les joints sont tellement usés que l'eau s'infiltre. Donc ici, nous avons un autre point à prendre en compte. Ensuite, le nettoyage et la réparation des toboggans aquatiques, ce qui est en quelque sorte lié à ce que nous venons de discuter. Beaucoup d'entre nous sont déjà tombés sur un toboggan en assez mauvais état, que ce soit au niveau de l'entretien, de la propreté, ou bien il y a un endroit endommagé qui doit être réparé. Ce sont les problèmes les plus courants que nous rencontrons. Les petites réparations sont relativement simples, mais pour des réparations de plus grande envergure, soit on fait appel à une entreprise spécialisée dans la fibre de verre et les réparations, soit parfois l'option la plus intéressante est de s'adresser directement au fabricant du toboggan pour demander une pièce de rechange, n'est-ce pas? Mais là, on parle de cas vraiment extrêmes. C'est la même chose, mais dans le cas des équipements de jeu, des jeux d'eau, regardez, voici un exemple. C'est un bouton, un activateur, du genre où l'on pose la main comme ça pour activer la zone de jet d'eau. Eh bien, il a été utilisé tellement de fois par des enfants ou d'autres personnes qu'au final, la peinture s'est usée. Donc, pour ce genre de choses, il ne nous faut vraiment pas longtemps pour leur donner un petit coup de peinture et éviter qu'un enfant ne se fasse même une toute petite coupure ici. Car au final, c'est un détail mineur et ce que nous ne voulons pas, c'est qu'un petit problème entraîne une mauvaise expérience. Un autre cas, ici nous avons des exemples de rampes ou de barrières de sécurité qui sont mal installées. Elles sont à l'envers. Par exemple, ici on peut voir comment cette installation présente une zone de chute potentielle. Même si cela ne semble pas évident, un enfant pourrait passer sa tête ici et tomber, et c'est pareil pour cet endroit. Donc il faut faire attention à bien installer les rampes. C'est la même chose ici. Zone de chute potentielle, d'accord? Ici nous avons de petits trous qui restent. Nous devons bien reboucher tous les trous que nous pourrions avoir, d'accord? Tout, absolument tout, doit être parfaitement couvert pour qu'il n'y ait aucun risque de chute. Voici un autre exemple très courant, les lignes de séparation. Ici, le toboggan, à première vue, tout semble parfait. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, il y avait une limite entre les toboggans et la piscine, mais nous avions ici ces bouées de séparation. D'accord, en fait, on délimite cette zone ici juste pour attendre mon petit ami de l'aire d'arrivée des enfants. Mais bien sûr, ici, on ne fait pas que délimiter, on facilite aussi la sortie des utilisateurs qui descendent le toboggan vers une zone sécurisée de l'installation. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, des bouées de sécurité ont été installées pour que tous les utilisateurs puissent sortir comme il faut, n'est-ce pas? Et au final, cela est conforme à la réglementation. Un autre point. Dans les zones de jeux d'eau ou les aires de jeux aquatiques pour enfants, il est très courant de trouver cela. Ou des jets qui sont bloqués. En général, eh bien, c'est la même chose. Un défaut d'entretien qui devrait être résolu en ouvrant, nettoyant et remettant en service ces éléments de temps en temps, voire fréquemment. Il nous est arrivé de vérifier des canons à eau dans des zones de jet qui ne fonctionnaient pas et le client vous dit que ça ne marche pas. Vous ouvrez la buse et vous voyez qu'elle est bouchée par des feuilles ou autre chose. Et ensuite, il y a de la rouille. Je vous assure que c'est un cas réel. En fait, quand je dis que c'est par ici, je pense que c'est mon collègue qui a pris la photo de l'équipe technique. Eh bien, c'est un cas extrême de corrosion qui n'a reçu aucune attention. Comme vous pouvez le voir ici, c'est aussi une zone côtière sur une île, en Espagne, dans ce cas, et au final, l'eau de mer salée et la brise marine endommagent vraiment les produits en acier et en métal. Et bien sûr, avoir un peu de rouille, il suffit de nettoyer fréquemment, mais si on laisse aller les choses, cela peut atteindre des points extrêmes où ce n'est plus seulement un problème de rouille, mais même un véritable
problème de sécurité. Le tétanos ou même ici, imaginez si cela se détache et que la rambarde cède. Lorsque nous ignorons les problèmes de rouille, ils peuvent devenir très graves. Pour conclure cette section, je veux simplement mentionner que demain, nous entrerons un peu plus dans les détails, mais nous avons élaboré des protocoles de maintenance, des listes de contrôle que nous partagerons avec vous et dont nous discuterons. Ces protocoles couvrent la maintenance en cours de saison pendant l'exploitation ainsi qu'après la saison. Par exemple, dans des endroits comme le Mexique ou les Caraïbes, il n'y a pas vraiment de haute saison. Désolé, je ne suis pas sûr qu'il y ait une saison de fermeture comme nous en avons dans l'Europe, l'Argentine ou d'autres pays. Mais dans tous les cas, nous partagerons simplement des listes de contrôle pour la période en cours de saison, l'après-saison pour la préparation à l'hivernage ou à la fermeture, et l'après-saison pour tout préparer en vue du début de la saison suivante. Et maintenant, nous sommes arrivés à la dernière section du contenu. Nous allons parler de la sécurité dans les piscines publiques et de la conformité réglementaire. En guise d'introduction, je vous dirai que, de manière générale, donc chaque fois que quelqu'un pose des questions sur la réglementation des piscines, que s'applique-t-il? Je dis toujours la même chose. Il y a deux types qui fonctionnent en temps parallèle. D'un côté, nous avons toutes les réglementations, législations, bonnes pratiques, protocoles, peu importe comment vous les appelez, selon le pays et la région, qui se réfèrent aux critères hygiéniques et sanitaires de la piscine. Qualité de l'eau, pH, chloration, dosage des produits chimiques, etc. Et d'autre part, nous avons les aspects plus liés à la construction physique ou à l'installation et à l'équipement concernant la sécurité physique, pour ainsi dire, des piscines à usage public. C'est sur cela que nous allons davantage nous concentrer aujourd'hui, et c'est aussi ce dans quoi nous sommes le plus spécialisés. En guise d'introduction générale, eh bien, comme je l'ai mentionné précédemment, lorsqu'il s'agit de parcs aquatiques ou d'attractions aquatiques, il existe des réglementations très claires, européennes, américaines, et elles sont pratiquement équivalentes. Dans le cas des piscines, il y a beaucoup plus, disons, de désordre, pour ainsi dire. Il y a beaucoup plus de variations d'une région à l'autre entre un type de réglementation et un autre, entre la législation, les bonnes pratiques et les codes du bâtiment. Tout dépend. Donc, pour résumer, tout dépendra de chaque pays. Et si vous, pour votre cas spécifique, souhaitez savoir quelle réglementation s'appliquerait à vous, comme je l'ai dit, nous serons absolument ravis de vous aider personnellement. Mais pour résumer, voici quelques éléments qui s'appliqueraient à la sécurité de votre piscine. Les réglementations nationales, étatiques, régionales ou locales, qui sont souvent établies en ce qui concerne les bonnes pratiques de construction ou tout autre type de code de l'industrie ou de la construction technique, y compris ceux spécifiquement conçus pour les piscines et leurs structures associées, doivent être soigneusement prises en compte et respectées. De même, il existe des réglementations nationales, étatiques, régionales, voire locales concernant les critères d'hygiène et de salubrité, ainsi que des normes de construction complètes auxquelles il faut se conformer si de telles réglementations existent. Par exemple, en Espagne, nous avons le décret royal sur les piscines, qui porte principalement sur les aspects hygiéniques, sanitaires, les produits chimiques, etc. Ensuite, nous avons les deux normes européennes qui sont entièrement axées sur la conception et les aspects physiques des équipements présents dans les piscines, à savoir le N 13450 concernant les équipements et la 15288, qui est beaucoup plus liée à la conception des piscines à usage public. Ce sont ces deux-là. Je vais entrer un peu plus dans les détails à leur sujet dans un instant. Et puis, nous avons l'ASTM, les normes américaines. Contrairement au cas européen précédent, ils ne disposent pas d'une norme aussi globale ou complète. À la place, ce qu'ils font, c'est établir de petites normes spécifiques sur des sujets très particuliers liés aux piscines. Par exemple, ils en ont une spécifiquement pour l'aspiration et le risque de piégeage, et une autre spécifiquement pour, comment s'échapper d'une éventuelle aspiration, dans ce cas également, ou des systèmes qui complètent ces dispositifs. Pour ces dispositifs de soutien à l'aspiration afin de la prévenir, puis une autre sur la façon dont les couvercles ou les capots doivent être conçus. J'ai perdu le mot, désolé. Les bondes, je n'arrive pas à me souvenir du nom des bondes et des protections pour les bondes. Et puis aussi, dans le cas de l'Europe, même le guide APTA, l'association des tours opérateurs, dans ce cas la britannique, qui est utilisée dans le monde entier, comporte également une section sur la sécurité des piscines, d'accord? Une section sur les piscines. Donc, cela dépendra un peu de chaque région ou de chaque cas, selon que l'une, l'autre ou une combinaison des deux s'appliquera à vous. D'accord? Par exemple, en Espagne, comme je le disais, c'est celui-ci qui s'appliquerait à nous. D'accord? La réglementation nationale et régionale en matière d'hygiène et de santé, ainsi que les normes européennes de conception et de sécurité physique. Comme je l'ai dit, les deux sur lesquels nous allons nous concentrer sont la 15288, qui va beaucoup plus en profondeur dans les conceptions d'exploitation. Autrement dit, en conception et en exploitation, en sécurité, en conception et en exploitation.
Tandis que la 13451, qui est celle qui permet davantage d'inspection sur le terrain, ce que nous faisons, concerne beaucoup plus la partie équipement, la partie physique, lorsque vous allez à une piscine, échelle, bonde, aspiration, risque d'aspiration, le périmètre de la piscine, etc. Faisons un bref tour d'horizon des points les plus importants dans chaque cas. Dans ce cas, eh bien, toutes les exigences. La première chose, c'est que toute la zone du périmètre de la piscine doit être équipée de mesures antidérapantes, d'accord, pour les pieds nus. Nous devons également prendre en compte que cette réglementation couvre les points de coincement, qui sont similaires à ceux que l'on trouve dans les parcs aquatiques. Mais quoi qu'il en soit, les points de coincement, quelles sont les dimensions correctes, les mesures appropriées pour les éviter, les exigences pour les barrières, les rampes, toute clôture pouvant être un accessoire de la piscine, les exigences pour les escaliers et les marches dans ce cas. Et tout élément auxiliaire essentiel ou support robuste spécifiquement conçu et installé pour faciliter une sortie sûre et accessible de la piscine, ainsi que des exigences complètes et strictes concernant la conception, l'installation et l'entretien de tous les drains et de leurs couvercles de protection correspondants. Ensuite, si l'on passe à la section cruciale concernant les systèmes de propulsion de l'eau, eh bien, la réglementation complète couvre également de manière méticuleuse la façon dont les sorties d'eau, en particulier les jets, doivent être soigneusement vérifiées et inspectées. Ils doivent absolument être positionnés correctement et de manière optimale afin d'assurer une circulation de l'eau adéquate et efficace dans l'ensemble du système et pour éviter activement toute zone morte potentielle qui, selon la réglementation en vigueur, sont sans équivoque considérées comme des zones dangereuses et à risque et absolument rien ne doit dépasser ou s'étendre au-delà des limites désignées. Aucun élément ne doit dépasser du sol ou du mur de la piscine. Les bondes d'aspiration ou bondes de collecte d'eau doivent de préférence fonctionner par gravité avec une légère pente afin de pouvoir recueillir l'eau et permettre une aspiration libre, même si elles disposent également de leur propre pompe de filtration. Et dans le cas des spas, jacuzzi, jets d'eau décoratifs, etc., ils doivent être correctement installés à l'emplacement approprié et fonctionner conformément aux instructions du fabricant. Ensuite, il y a un point très intéressant et spécifique dans la réglementation européenne, vraiment intéressant, qui est la 13451, plus précisément le point 0.4.6.1. Je vous le recommande vivement si vous souhaitez le lire en détail ou lorsque je partagerai cette présentation complète avec vous, vous pourrez également le lire attentivement et de façon plus approfondie. Vous pouvez bien sûr zoomer sur cette section spécifique. Cette importante réglementation européenne explique de manière méticuleuse comment les points d'aspiration, en particulier les bondes de piscine essentielles, doivent être conçus avec soin afin qu'il n'y ait absolument aucun problème majeur et que tout soit pleinement conforme aux réglementations en vigueur. Dans le cas des éléments d'aspiration qui ne possèdent qu'une seule grille, ce qu'ils appellent un point d'aspiration, elle précise quelle doit être l'ouverture du design. L'ouverture de ce point d'aspiration doit être supérieure à 1 mètre carré. Elle vous indique, désolé, la surface doit être supérieure à 1 mètre carré. Ensuite, elle précise également comment les mesures doivent être conçues. Tout cela, d'ailleurs, est inclus dans la réglementation elle-même, où l'on trouve un schéma très intéressant. Lorsque nous avons plus d'un point d'aspiration d'eau, mais qu'ils sont reliés à une seule pompe d'aspiration, c'est probablement la situation la plus problématique, car l'une des choses les plus courantes qui se produisent, l'un des risques, et malheureusement l'un des accidents les plus fréquents, c'est que nous avons une piscine. Nous avons actuellement 2, voire 3 points d'aspiration distincts et nous avons également une pompe d'aspiration dédiée. Dans ce cas particulier, qui est directement relié aux 3 principaux points de drainage pour la collecte de l'eau, cependant, il semble qu'un ou même 2 de ces points cruciaux soient malheureusement bloqués ou ne fonctionnent pas correctement en ce moment. Ce qui se passe, c'est que depuis la salle des machines, cette pompe d'aspiration puise l'eau par un seul point de collecte, mais avec la puissance équivalente à celle prévue pour les 3. Et c'est là que surviennent les problèmes graves, comme des enfants qui se retrouvent coincés au fond de la piscine. J'ai vu des photos très troublantes, certaines d'enfants coincés, même des photos d'enfants avec la grille du point d'aspiration complètement imprimée sur leur poitrine. Cela arrive précisément à cause de cela. Donc, cette réglementation vous indique comment cette section doit être conçue. Elle précise que la distance entre les points doit être supérieure à 2 mètres. Et ensuite, elle précise aussi que si l'un de ces points d'aspiration est bloqué, eh bien, tous les autres de la chaîne, les points d'aspiration restants, doivent être conçus pour supporter 100% du débit nominal. En d'autres termes, cela explique un peu plus sur un plan technique. Quels points spécifiques doivent être pris en compte lors de la conception des points d'aspiration pour de nouvelles piscines? Et voici la deuxième partie, également très intéressante, qui dit que si l'on regarde des installations existantes qui avaient déjà un système d'aspiration conçu et qui ne respectent pas la réglementation, peut-être parce qu'il a été construit avant la publication de cette nouvelle réglementation il y a quelques années, alors ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que la solution d'aspiration que vous avez repose sur la conception de la grille, n'est-ce pas?
Donc, selon le point A, qui serait celui-ci, un point 2, ou oui, si vous avez un ou plusieurs systèmes d'aspiration, cela doit être conforme au point B. On vous dit que si cela existe déjà et que vous ne pouvez pas respecter la réglementation pour être en conformité, vous devez vous assurer de répondre soit au point A, soit au point B. C'est un peu confus, mais vous verrez, si vous regardez cette section de la norme qui fait environ une page, elle contient toutes les informations et est illustrée avec des schémas et des diagrammes, ce qui est très intéressant, notamment pour les nouvelles piscines également. Ensuite, les marquages de la piscine. Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas, ou du moins au niveau réglementaire, il n'existe pas de profondeur spécifique pour les piscines pour adultes. Nous, en tant que recommandation et non comme une réglementation, conseillons que toute piscine pour adultes ou familiale conçue à partir de maintenant ait une profondeur comprise entre 1,4 et 1,8 mètres, tant qu'il s'agit d'un usage récréatif, évidemment, c'est-à-dire pour des activités de loisirs dans une piscine de complexe hôtelier. Pourquoi? Parce que les familles et même les adultes préfèrent des zones où non seulement ils ne sont pas complètement immergés, mais où ils peuvent aussi avoir une partie de leur corps confortablement hors de l'eau, enfin, où ils peuvent se tenir debout facilement, d'accord? En ce qui concerne les indications de profondeur dans les piscines, elles doivent être placées pour informer. Donc, elles doivent être exactes, visibles, fréquentes et précises. Mais bon, en pratique, que dit la réglementation? Qu'elles doivent être placées tous les 3 mètres, d'accord? Tout autour du périmètre de la piscine, tous les 3 mètres. Nous devons avoir un marquage de profondeur, sauf, et c'est important, sauf s'il y a un changement brusque de profondeur, auquel cas il faudrait placer autant de marquages qu'il y a de changements brusques, d'accord? Si l'on parle maintenant du périmètre de la piscine, c'est la même chose qui s'applique. L'équipe technique, l'équipe de sécurité ou l'équipe de maintenance ou même les maîtres nageurs, s'il n'y a personne d'autre, doivent effectuer en continu des contrôles visuels fréquents afin que les zones, tout d'abord les zones périphériques, soient conçues pour être antidérapantes, mais il ne doit pas y avoir de carreaux ou de zones cassées ou décollées. Ils doivent être visibles à la vue de tous dans la zone ici autour de la piscine, près du matériel de sauvetage, d'accord? Il doit y avoir des dispositifs de flottaison, des bouées de sauvetage, tous ces types d'équipements clairement signalés et accessibles à tous. Il ne doit y avoir aucun type de danger au sol, rien de détaché ou quoi que ce soit de ce genre non plus. Et si nous ne pouvons pas l'éviter, cela doit être correctement signalé et toutes les installations à l'intérieur de la piscine vont, je ne sais pas, les lumières à l'intérieur de la piscine, les lumières à côté de la piscine, les grilles, les rampes, etc. doivent être correctement installées. Et lors de cette inspection visuelle, nous devons nous assurer qu'ils sont correctement placés presque quotidiennement, d'accord, afin de prévenir tout problème. Et pour finir, pardonnez-moi si j'ai parlé pendant environ 10 minutes. Maintenant, parlons des piscines pour enfants, d'accord? Les piscines pour enfants, selon la réglementation, même si je souligne cela en rouge parce que personnellement, je ne suis pas vraiment fan de cette règle et j'ai mon propre avis, mais selon la réglementation, une piscine pour enfants est considérée comme toute piscine ayant une profondeur allant jusqu'à 60 cm. À mon avis, et ceci est une recommandation, pas une règle, je pense que c'est trop profond pour une piscine destinée aux petits enfants. En pratique, les piscines pour enfants sont conçues pour, ou sont en réalité utilisées par, des enfants de 3, 4, au maximum 5 ans, car après cet âge, ils passent aux piscines plus grandes ou aux espaces pour enfants avec des toboggans ou tout ce qui est adapté, n'est-ce pas? Une piscine de 40, 50 ou 60 cm de profondeur pour des enfants de 3 ou 4 ans représente un véritable risque de noyade, n'est-ce pas? Parce que nous savons aussi, et vous, les exploitants, le savez tous, qu'il y a beaucoup de familles où le parent laisse l'enfant jouer dans la piscine sans être juste à côté, simplement à proximité, ou bien il compte sur le maître nageur. Mais il y a beaucoup d'enfants dans la piscine, n'est-ce pas? Donc gardez simplement à l'esprit que selon moi, c'est excessif. Mais c'est ce que disent les réglementations. En parlant des exigences techniques pour les piscines pour enfants, les pentes de ces bassins doivent être douces, d'accord? Un maximum d'1,15. Il ne doit y avoir aucun risque d'aspiration ou de coincement, d'accord? C'est évident. Et tous les points d'aspiration ou de sortie doivent être correctement couverts, d'accord? Ils devraient même être mieux protégés que dans une piscine pour adultes afin qu'un enfant ne puisse même pas y accéder, ne puisse pas y mettre un doigt ou faire quoi que ce soit, d'accord? Même chose, tout doit être bien couvert et, point important, selon la réglementation, même si cela dépend un peu et varie selon les lois de chaque pays ou région, mais de manière générale, il est recommandé, voire interdit selon le pays, que les systèmes de filtration de l'eau pour les espaces aquatiques pour enfants soient indépendants de ceux des piscines pour adultes. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que la période de filtration requise, que ce soit toutes les heures, toutes les 2 heures ou autre, est différente entre les piscines pour adultes et celles pour enfants. Et deuxièmement, aussi parce que dans les piscines pour enfants, il peut y avoir tout risque potentiel de... Nous avons tous eu de jeunes enfants dans nos piscines, donc il peut y avoir des cas d'urination, de défécation ou tout autre problème, comme des vomissements par exemple.
Autrement dit, n'importe quoi peut arriver qui nous obligerait à prendre des mesures d'urgence. Une réaction rapide pour évacuer la zone, la traiter et la rendre à nouveau propre à la baignade. Bien sûr, si nous devons faire cela dans une piscine pour enfants, c'est plus ou moins gérable. Une piscine pour adultes, avec la quantité de litres qu'elle contient, cela signifie que nous parlons d'une perte d'eau importante, d'une grande perte de produits chimiques et d'un désagrément plus important pour tous les clients, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous recommandons toujours d'avoir des systèmes de filtration indépendants pour ce type d'espace, quoi qu'il arrive. Et pour bien conclure cette discussion, je tiens à vous rappeler gentiment que nous sommes effectivement un organisme d'inspection et aussi un organisme d'audit, comme je l'ai mentionné précédemment. Parmi les différents sujets que nous avons abordés avec attention aujourd'hui, il y a 2 points clés sur lesquels nous pourrions certainement travailler avec vous si vous êtes réellement intéressé ou si vous souhaitez vraiment aller de l'avant. Tout ce qui concerne les inspections officielles ou les audits et la certification de la sécurité des parcs aquatiques. De même, les audits ainsi que l'inspection et la certification des piscines publiques. De plus, si vous avez un projet en tête pour l'année prochaine, une conception, un nouveau parc aquatique, nous pouvons être votre partenaire en tant que gestionnaire de projet pour le conseil technique ou l'ingénierie dans le développement de ces nouveaux projets. Et enfin, et c'est une nouveauté que nous annonçons aujourd'hui pour la première fois, prochainement, au cours du mois d'octobre, nous allons lancer le premier module de notre nouvelle formation sur la sécurité dans les parcs aquatiques, les piscines, la maintenance, la sécurité opérationnelle et les protocoles de sauveteur qui, grâce à une formation en ligne asynchrone et modulaire, permettra à chaque employé, à chaque professionnel qui suit cette formation de recevoir un certificat de conformité réglementaire. Ceci, en termes de conformité pour les hôteliers ou les gestionnaires de complexes touristiques, comme preuve qu'ils ont formé leur personnel dans ce domaine spécifique, peut également s'avérer utile. Cela étant dit, je vous remercie encore une fois très sincèrement pour votre temps précieux et pour les 10 minutes supplémentaires que vous m'avez gracieusement accordées, et je reste absolument et entièrement à votre disposition pour toute question technique supplémentaire ou toute autre demande que vous pourriez avoir en ce moment.